À chaque fois que j'ai un nouveau réseau social, je suis obsédée par ce réseau social. J'ai des plateformes qui stagnent à côté. Les écoutes sur mon podcast stagnent. Ton cerveau, c'est comme une étagère de cuisine. S'il y a une première rangée avec des choses devant, tu vois plus ce qui est derrière. Le truc qui m'a vraiment sauvée, c'est quand mes proches m'ont dit « Là, Caro, on te voit plus ». Le nombre de personnes qui se sont vengées, Amandine, sur des réseaux sociaux parce que j'ai dit « Je ne peux pas te rendre ce service ». Et Arnaud me dit « Tu sais, Caro, quand t'es partie, la personne a dit… » Je suis Caroline Mignot. 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 Si le marketing et le personal branding vous intéressent, vous connaissez son nom. Multi-entrepreneuse, conférencière, autrice, podcasteuse, elle ne se contente pas de suivre les tendances, elle les crée. Sur LinkedIn, elle est top voice. Sur ses réseaux sociaux, 400 000 abonnés la suivent. Son podcast Marketing Square explose les compteurs. Plus d'1,7 million d'écoutes cumulées. Caroline démocratise le marketing avec un style unique, clair, concret, impactant, redoutablement efficace. Aujourd'hui, Caroline Mignot est l'invitée du podcast Business et Dolce Vita. Un échange sans filtre à découvrir maintenant. Caroline, aujourd'hui, toi, t'es clairement la queen du personal branding et du growth. J'adore. Comment tu décrirais ce que tu fais? Ce que je fais, c'est j'essaye de mettre un peu plus de vision futuriste dans mes boîtes. Et je pense qu'on fait du marketing un petit peu comme il y a 100 ans. Et j'essaye de faire en sorte que on mette plus de modernité dans ce qu'on fait. Donc évidemment, j'invente pas la poudre. Je regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, aux États-Unis, sur d'autres plateformes, dans le domaine du B2C. Et j'essaye de ramener ça de façon tonitruante dans mes boîtes. J'adore. Ramener vraiment du moderne dans du marketing un peu à l'américaine. En fait, j'ai l'impression que le marketing, aujourd'hui, tout le monde regarde ce qui se fait à côté et fait exactement la même chose. Alors que là où c'est intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, justement. Pas chez ton compétiteur, pas chez ton voisin de palier, aller regarder vraiment qu'est-ce qui se passe en dehors de nos frontières, même sur d'autres médias, tu vois, c'est très intéressant. YouTube regarde beaucoup la télévision, LinkedIn regarde beaucoup TikTok. TikTok, on sait pas ce qu'ils regardent, mais ils y vont. En tout cas, c'est intéressant d'aller regarder un petit peu plus loin que le bout de notre nez. Et malheureusement, quand on commence et quand on se lance, on se dit, tiens, je vais faire un petit peu pareil que le voisin, et ça, c'est très contre-productif. Ouais, ça se voit. Toi, tu casses les codes, vraiment. Tu fais des trucs qui sont différents, contrairement à quand on regarde t'as juste à ouvrir Insta et tu vois qu'il y a tout le monde qui fait la même chose. Donc ça, c'est super intéressant, justement. Toi, t'as une carrière en marketing, on peut dire classique. T'as commencé chez Buzzman, après t'as été social media manager chez Virgin, après t'es parti aux US, donc t'as quand même cette fibre, on va dire, des US. Ensuite, tu l'as ramenée en France, on va en parler. Puis, en plus de ça, t'as cofondé plusieurs startups avant de miser sur ta marque perso. Du coup, ça a été quoi vraiment le vrai déclic où tu t'es dit, OK, maintenant, j'ai envie de miser vraiment sur moi, sur ma marque? En fait, je me suis toujours occupée de la visibilité des autres. Je me suis toujours occupée de l'acquisition des autres. Je me suis toujours occupée de l'image des autres et de leur réputation. Et je me suis jamais dit qu'un jour, j'allais peut-être m'occuper de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon visa du jour au lendemain. Je me suis retrouvée parachutée en France. Et là, en France, j'ai dû chercher du travail. Et pour chercher du travail, j'ai fait du leadership d'opinion, c'est-à-dire ce que je conseillais à tout le monde autour de moi de faire et ce que je faisais pour beaucoup de clients. Tu vois, moi, j'ai commencé le freelance je pense que j'avais 19 ou 20 ans. J'étais chez Virgin Megastore et en fait, j'ai rencontré Eric Serra en interview et je suis devenue freelance pour lui et je m'occupais de toute sa présence sur les réseaux sociaux, de ses RP comme on dit, ses relations presse. Donc je pense que aujourd'hui le seul truc, la seule vraie question à te poser, c'est comment est-ce que je peux faire différemment et aussi comment est-ce que je peux appliquer ce que je conseille aux autres à moi-même, parce qu'on est tous, c'est normal, on est tous les plus mal chaussés. Donc voilà, juste après toi, là, j'ai un consulting pour un consultant en personal branding. Donc tu vois, c'est marrant. Aujourd'hui, je conseille beaucoup de gens qui font eux-mêmes du personal branding. En fait, je pense que on a tous besoin à un moment, en tout cas, de se dire, OK, faut que je m'occupe de moi, je peux pas juste me dédier à mes clients. Et moi, ce déclic, je l'ai eu pas parce que je l'ai choisi, mais parce que je l'ai subi. Au final, maintenant, je suis contente. Carrément, trop bien, trop bien. Et LinkedIn, Insta, TikTok, YouTube, il y a tout le monde qui galère à percer sur une seule plateforme. Toi, tu les as explosées toutes en mode bulldozer. J'adore. C'est quoi ta stratégie globale pour toutes les plateformes? Est-ce que tu as une stratégie où tu te dis, voilà, quand tu regardes ton planning édito, tu travailles avec toutes les plateformes? Est-ce qu'il y a des liens entre les plateformes? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, je travaille les synergies d'une plateforme à l'autre pour créer ce qui s'appelle des growth loops, des boucles de croissance. Ce qui est important pour moi, c'est de te dire que je suis pas seule.
aussi. Ma croissance sur les réseaux sociaux, je la dois à Clément SSB, qui est arrivé dans ma vie un petit peu par hasard, en me disant, mais tiens, tu fais pas encore de vidéos. Et je pense honnêtement, Amandine, que s'il n'était pas arrivé dans ma vie il y a 2 ans, j'aurais stagné. J'aurais pas eu la croissance que j'ai aujourd'hui si j'étais pas passée à la vidéo. Et je pense que sans lui, je serais pas passée à la vidéo parce que c'est quand même, en tout cas, à l'époque où je me suis lancée, la vidéo était très très sous-représentée. C'était encore rare de faire de la vidéo. Il y avait un peu de vidéo sur Instagram, mais sur LinkedIn par exemple, personne n'en faisait. Et du coup, en fait, le fait de rencontrer Clément et qu'il me dise, OK, je t'accompagne, on va faire de la vidéo. Je pense que dans votre vie, les trucs qui vont vous faire avancer terriblement, bien sûr, il y a vos obstacles. Bien sûr, il y a vos connaissances qui vous apprennent et qui vous donnent des idées, mais il y a surtout les rencontres que vous faites. Ouais, complètement. Ça t'a vraiment propulsé. C'est trop chouette, ça, les belles rencontres. Et aujourd'hui, tu dirais, c'est toujours la stratégie de la vidéo qui est intéressante sur les plateformes, ou est-ce qu'il y a d'autres choses maintenant qui sont plus à développer que la vidéo? Par exemple, les carousels ou Pardon? Par exemple, les carousels ou les trucs comme ça. Alors, ça dépend sur quels réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a toujours la même règle, quel que soit le réseau social sur lequel on est. C'est la règle du dwell time, du temps d'attention. Combien de temps on va passer sur ce contenu? Donc, en fait, il faut que tu trouves la forme qui va être la plus intéressante pour faire passer ton idée et celle sur laquelle les gens vont le plus s'attarder. Donc, évidemment, les vidéos, c'est les contenus les plus partagés. Comme c'est très incarné, ça crée aussi beaucoup d'amour et beaucoup de branding, c'est-à-dire ça crée de la reconnaissance de marque. Les gens, tu vas rapidement, s'ils t'ont vu 2-3 fois en vidéo, ça va créer une signature. Alors que si on a lu 2-3 fois un de tes posts, parfois ça crée rien du tout. C'est finalement le temps d'attention, il est beaucoup moins capté par un post que par une vidéo. Mais il y a un autre format qui est intéressant et qui est aujourd'hui sous-représenté, particulièrement dans le B2B, sont les infographies. Tu vois, tu me parlais des carousels. Alors oui, bien sûr, ça marche bien parce que si ton carrousel est suffisamment intéressant et si tu joues avec le temps d'attention, avec une bonne accroche, avec un scénario trépidant, avec un appel à l'action à la fin qui donne envie peut-être de revenir sur les slides précédentes, bah là, le taux de complétion augmente, les gens reviennent sur le carrousel qu'ils ont déjà vu. Donc, il y a des moyens un peu faciles comme ça de faire en sorte que les gens soient accros à tes contenus et que du coup, l'algorithme te fasse monter dans les suffrages. Mais les infographies, ça cartonne aussi, on ne le fait pas assez. Et c'est un format aujourd'hui qui a beaucoup de succès parce que les gens s'attardent dessus. Toutes les deux, quand on tombe sur une infographie sur un secteur qui nous intéresse, ah bah attends, même si tu es sur mobile, tu vas regarder, tu vas peut-être la sauvegarder, tu vas peut-être la commenter. En tout cas, tu risques de passer du temps dessus à lire toutes les petites lignes. Et ça, du coup, c'est le bénéfice que l'algorithme adore. Carrément, hyper intéressant. Et toi, donc, tu me disais en off tout à l'heure que ta stratégie, ça a été de percer sur une plateforme. Donc, à chaque fois, tu te donnes 1 an pour percer sur une plateforme. J'adore. En mode vraiment bulldozer. Et c'est quoi la stratégie ensuite? Est-ce que tu te dis, OK, du moment où j'ai percé sur la première plateforme, est-ce que la stratégie, c'est d'envoyer les abonnés sur les autres plateformes ou pas du tout? Oui, il y a de ça, Amandine. Et forcément, bah du coup, c'est un truc que je dis souvent, le miroir aux alouettes, c'est quand on voit des gens qui ont des communautés quelque part arriver à un autre endroit, ils ont une force de frappe que toi, tu n'auras pas quand tu arrives au début et que tu as juste ton réseau, ton cercle 1, ton cercle organique, ta famille, tes amis, tes collègues de bureau, peut-être qui te soutiennent, tes premiers clients freelance. Mais du coup, le plus difficile, c'est vraiment de passer la vague sur le premier réseau social. Moi, ça a été LinkedIn. Je me suis acharnée quand j'ai commencé à faire du LinkedIn et que ça a marché. J'ai redoublé d'efforts. Je postais tous les jours, même le samedi, même le dimanche. Donc ça, je pense que c'est un truc important. C'est de dire, effectivement, comme tu l'as très bien souligné, plus tu vas avoir des réseaux sociaux, de la force de frappe derrière toi, plus tu vas aller vite sur l'étape d'après. Le plus difficile, c'est d'attaquer le premier réseau social. Ouais. Et après, comment tu fais pour les envoyer sur la plateforme d'après? Est-ce que, tu vois, pour garder en clarté, est-ce que, par exemple, ça a été LinkedIn que t'as renvoyé sur podcast, puis après le podcast, tu renvoies sur TikTok, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça dépend un petit peu des jours? En fait, c'est moins stratégique que ça. Comme j'ai la stratégie bulldozer que tu as renommée et j'adore. En fait, à chaque fois que j'ai un nouveau réseau social, je suis obsédée par ce réseau social. Donc, j'en fais ma priorité. Et du coup, tout mène vers ce réseau social. Donc, je te donne un exemple tout bête. Et ça, c'est des choses que vous verrez pas forcément parce que on est entrepreneur. On va pas commencer à communiquer sur ce qui va pas tout le matin. Tu vois, en ce moment, YouTube, c'est mon fer de lance. Mais du coup, j'ai des plateformes qui stagnent à côté. Les écoutes sur mon podcast stagnent, par exemple.
Et typiquement, tu peux pas avoir toujours tes jauges au vert et faut se lâcher la grappe parce que sinon on fait des burn-out. Il faut accepter de se dire, quand je mets mon effort à cet endroit-là, bah en fait, ton cerveau, c'est comme une étagère de cuisine. S'il y a une première rangée avec des choses devant, bah tu vois plus ce qui est derrière. Il faut accepter que dans la vie, tu peux pas tout avoir sur la rangée du devant, sinon ça va se casser la figure. Donc, c'est exactement la même chose pour tes réseaux sociaux. Moi, en ce moment, c'est YouTube. Donc, ma vie, c'est YouTube, Amandine. Les projets que j'accepte, c'est YouTube. Et du coup, et tu vois, c'est pour ça aussi que je t'avais dit en ce moment, ma règle sur les podcasts, c'est que je ne fais que des podcasts en studio parce que derrière, ça me permet de redistribuer ce que je fais en Reels aussi sur YouTube. En fait, en ce moment, tout est soit c'est YouTube, soit c'est plus tard. Et ça, je pense que c'est important pour ceux qui se posent la question de comment prioriser. Quand tu as un objectif, c'est simple, tout ce qui ne répond pas à cet objectif dans l'instant, c'est plus tard. Et la deuxième chose, c'est tout doit mener au même endroit. Donc en ce moment, si tu vas sur mon post LinkedIn, je renvoie vers YouTube. Si tu vas faire ma story Instagram, je renvoie vers YouTube. Et tout le monde regarde au même endroit de concert. C'est comme ça qu'on pète une plateforme. Passionnant. Ok. Et donc, justement, l'année passée, tu renvoyais tout sur une autre plateforme, du coup, celle que tu étais en train de... Okay. J'ai fait la même chose pour Instagram, donc j'ai mobilisé tous mes canaux et j'ai dit, regardez Instagram, la suite se passe sur Instagram, ça a commencé sur Instagram, vos questions, c'est sur Instagram. Je fais en sorte de créer une boucle de croissance pour que les gens se disent, c'est là où il faut aller, c'est un canal complémentaire et pas un canal où elle nous met la même chose au même endroit. Ça, faut faire attention à ça aussi. Ok. Et on me dit à l'oreillette que dans ton agence, donc agence personnelle, vous avez un workflow, une procédure de production qui est exceptionnelle. Où ça arrive, dis-moi si c'est vrai, que 10 personnes travaillent sur un reel de 40 secondes. Un faux ou un tox? Complètement info, et ça va être même, je pense, on va le dupliquer, ce modèle-là. On va avoir 3 studios maintenant au lieu d'un. Donc en fait, on va avoir toujours cette même capacité de production, mais scalable, comme on dit, on la passe à l'échelle et on est en train de faire en sorte de pouvoir justement tout automatiser les process. Oui, nos vidéos, par exemple, elles sont relues non pas par un, mais par 2 correcteurs orthographiques qui ne sont là que pour faire de la correction orthographique. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à un travail d'orfèvrerie. Alors bien sûr, c'est une agence, donc il y a plein de choses qui vont pas toute la journée. On gère des galères. Il y a des trucs où on se dit ça a pété. Ici ça va pas. Telle personne n'a pas reçu la bonne chose. C'est complètement normal, les gars. Ne vous dites pas que il y a des process qui sont infaillibles. On est une agence, c'est des humains, donc ce qu'on fait parfois, et comme toujours, c'est faillible. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on fait un travail d'orfèvrerie pour que les contenus, en fait, le moment où les clients le reçoivent, ils soient parfaits. En tout cas, c'est notre promesse. Ok. Et c'est quoi ce workflow et cette procédure de production pour votre contenu? Vraiment de A à Z, de l'idée à la production. C'est quoi un petit peu le workflow? Alors, c'est assez technique, donc je vais peut-être pas pouvoir te donner toutes les étapes parce que c'est pas moi qui m'occupe de la production. Parfois, ça me fait rire parce que il y a encore des personnes dans mon entourage qui pensent que c'est Clément, mon associé, qui fait mes montages. Mais Clément n'est pas du tout monteur. Il s'occupe de plus de 200 clients aujourd'hui. Il a fait 1 milliard de vues l'année passée. Donc c'est une grosse machine à gaz qu'on va lancer. La première étape, du coup, c'est pour moi, le client, il ne sait pas de quoi parler. Donc Clément va l'aiguiller sur ses choix de sujets. Ils vont faire ensemble ce qui s'appelle un PPM, la préparation au tournage. Et dans ce PPM, c'est toutes les thématiques qu'on va aborder. Le client arrive avec ses idées, Clément arrive avec ses idées et il crée un petit peu des mini-scripts de ce qui va se passer pendant le tournage. Derrière, t'as la demi-journée de tournage. On dit demi-journée parce qu'au final, le client, il passe 3 heures chez nous, mais on va dire 2 heures sur la chaise à tourner 20 vidéos. Ces 20 vidéos, du coup, elles sont orchestrées, elles sont storytellées par Clément, qui va en fait te dire là, Amandine, est-ce que tu peux me refaire cette accroche? Est-ce que tu as une histoire personnelle qui peut un peu illustrer ce propos? Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des vidéos qui sont très naturelles et très virales. C'est que en fait, il y a quelqu'un en face sur nos vidéos. Il y a toujours Clément qui te pose des questions, qui va rebondir à ce que tu dis, qui va parfois te sortir de ta zone de confort et te dire « Amandine, ça je le sais déjà, apprends-moi quelque chose de nouveau ». Et en fait, ça va peut-être un peu te titiller, mais du coup, ça va faire aussi que tu arrives avec une énergie qui est ultra active dans les vidéos et donc ça change des vidéos qui sont faites au prompteur ou déjà écrites ou apprises par cœur.
Derrière, le client, il part. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une première personne qui va bosser sur ce qu'on appelle la colorimétrie, qui va dire, bah tiens, ici, telle couleur doit être accordée pour que ça rende justice au client. T'as une personne qui va gérer le fait qu'il y ait une belle esthétique. Donc, tous nos clients sont plus beaux sur nos vidéos que dans la vraie vie. C'est fait pour. C'est fait pour. Donc nous on fait toujours un lissage, on fait en sorte que les couleurs soient magnifiques, que l'image en fait soit cinématographique. Donc là on a des gens qui vont bosser l'esthétique et le fait que ça mette en valeur ton image. Autre partie, tu vas avoir du coup le montage. Le montage, il va gérer ce qu'on appelle des jump cuts, donc des sauts de montage dynamique pour faire en sorte que toutes les X secondes, il y ait un changement d'angle de vue, il y ait une parole impactante pour qu'en fait, il y ait aucun temps mort dans ta vidéo. Après, tu vas avoir l'animateur. L'animateur, il fait pas le montage. Il arrive sur la vidéo, du coup, qui est déjà cutée, comme on dit, qui est déjà montée. Et en fait, lui, il va habiller. D'accord? Donc, il va faire des transitions avec des petits effets de motion. Il va faire en sorte que tout soit beau. Et il va gérer ce qu'on connaît aussi comme étant les sous-titres. Où parfois on nous dit ah mais qui est-ce qui fait tes sous-titres automatiques? Bah là aussi c'est de l'orfèvrerie. On a des motion designers du coup qui vont gérer des sous-titres pour que ce soit pas les écritures spéciales qui sont pétées quand t'as un accent sur le et c'est tout moche. Il y ait aussi des sous-titres qui s'animent parce que moi je pense que les sous-titres ils font partie de la narration. Donc c'est intéressant qu'ils s'animent, qu'ils se grossissent, que ce soit chic, que ça représente le client aussi. On a des clients qui nous disent aujourd'hui bah moi je veux pas des gros sous-titres verts. Et ça, on le comprend. Donc, on personnalise en fonction du client. Et puis, tu vas avoir aussi l'animateur qui va gérer l'habillage graphique, qui va mettre ce qu'on appelle les b-rolls. Donc là, les b-rolls, ça va être des images d'illustration qui vont arriver. Et nous, on travaille beaucoup avec les images de nos clients, pas avec des images de banque d'images un peu éclatées au sol, qui veulent pas forcément dire ce que tu as envie de dire dans ta vidéo. On connaît ça, c'est les trucs faits avec l'IA et automatique. Donc voilà, et puis après il y a voilà comme je t'ai dit 2 correcteurs orthographiques et puis il y a peut-être d'autres étapes que j'ai squeezées dans la partie technique qui est moins mon ressort, la prod, mais ensuite ça arrive dans les mains des copywriters qui vont faire en sorte que tu aies la bonne description et enfin il y a un community manager qui va poster ça sur tous tes réseaux sociaux au bon endroit, au bon moment avec les bons codes. Donc oui, sur une vidéo, il y a plein de petits lutins qui savent faire. Et toi, tu fais la même chose pour ton contenu? Exactement le même process, tu passes par là aussi? Moi, je suis cliente de l'agence, en fait. Quand j'ai rencontré Clément, je me suis dit, il a du talent. Et surtout, je me suis dit, il a beaucoup de capacités d'apprentissage. Et j'ai deviné que ça deviendrait mon associé, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on s'est associé sur Agence Personnelle, avec aussi Arnaud, qui est mon conjoint et qui avait fait tout mon studio et qui sait tout faire. Strictement tout et qui est quelqu'un qui a travaillé dans l'image avant et la post-production et du coup ça a fait un mélange détonnant entre moi qui avais beaucoup de médias et un gros savoir-faire sur la marque personnelle, Clément qui est un excellent copywriter et un très bon réalisateur donc qui sait tirer le meilleur des gens, poser les bonnes questions, comprendre ce qui va être viral ou pas, et Arnaud qui est un professionnel de l'image et qui lui va gérer toute la partie en fait production opérationnelle. Il gère aussi tu vois pour nos créateurs tous les sponsorships avec les marques. Donc, par exemple, que si demain tu fais une story qui met en avant tel ou tel produit, bah, c'est potentiellement un deal que tu as signé Arnaud et qui va gérer et faire en sorte que ce soit quelque chose qui n'abîme pas ton image de marque et qui te ramène le maximum de revenus. Vous êtes bien trouvés les trois du coup. Par hasard, Belle c'est les synchronicités magiques de la vie. Carrément. Et pour faire honneur à ton livre Zero to Hero, si tu devais recommencer aujourd'hui avec 0 audience, 0 budget, une seule plateforme pour démarrer, laquelle et pourquoi? 0 audience, 0 budget, une seule plateforme pour démarrer. Je pense que j'irai sur Instagram parce que ma typologie de service aujourd'hui fait que je vends un catalogue de produits en ligne et que Instagram est la plateforme numéro 1 du social selling. Si jamais tu me donnais, Amandine, comme objectif de me positionner en tant que conférencière et comme leader d'opinion sur le futur du travail, j'irai sur LinkedIn. Mais tu vois, tout dépend. Est-ce que tu as un objectif de revenu ou de noto? Aujourd'hui, on a 2 types de chefs d'entreprise. On a des chefs d'entreprise qui sont déjà extrêmement reconnus dans ce qu'ils font, mais qui génèrent pas assez de ventes.
Et on a des personnes qui génèrent des ventes, mais qui n'ont pas de notoriété et de crédibilité dans ce qu'ils font. Donc, tu vois, faut un peu voir quel est ton objectif. Et moi, je pense que mon objectif aujourd'hui serait plus sur de la vente, parce que j'ai suffisamment de notoriété. On fait 15 millions de vues par mois sur mes comptes. Donc, aujourd'hui, moi, mon problème, si j'en ai un, c'est plutôt de développer mes entreprises et de les passer à l'échelle. Donc, générer plus de revenus. Donc, plutôt Instagram sur ma typologie de profil. Smart. Et tout le monde veut savoir, moi la première, comment t'as fait pour propulser ton podcast à plus de 50 000 auditeurs mensuels en partant de zéro aussi rapidement? Ce que j'ai fait quand j'ai lancé Marketing Square, c'est que j'ai regardé tout ce qui se faisait sur le secteur et je me suis dit comment est-ce que je peux créer un ovni, un podcast qui ressemble pas aux autres. Et ce que j'ai analysé, c'est que sur mon marché, dans les podcasts marketing, il y avait beaucoup de formats longs, 45 minutes à 1 heure, c'était beaucoup d'interviews de personnalités, donc c'était basé sur l'invité et du coup c'était jamais basé vraiment sur une problématique pour les professionnels et timé. C'est-à-dire, ok, en 20 minutes, je veux monter en compétence sur un sujet, j'ai pas le temps d'écouter 45 minutes d'interview pour voir si à la fin j'ai appris quelque chose. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'adresse tous ceux qui finalement n'écoutent pas des podcasts pour écouter des parcours de vie, mais écoutent des podcasts pour s'instruire, apprendre et devenir un meilleur professionnel. Et c'est comme ça que ça a explosé. Il y avait un trou dans le marché, tu l'as vu, tu t'es dit moi j'en ai besoin, c'est le genre de podcast que j'aurais voulu suivre. Donc, c'est comme ça que t'es venue l'idée. En fait, pour te raconter un petit peu mon modus operandi, quand mon podcast est devenu mon obsession, déjà j'en ai fait un par jour. Donc ça compte beaucoup de te dire ça parce que c'est vrai que la question, j'essaye de te répondre brièvement, mais si je te disais tout ce que j'ai fait pour qu'il fasse autant d'écoutes si vite mon podcast et qu'à l'époque ce soit un peu une légende parce que personne à l'époque n'avait fait ça, d'arriver si vite avec une nouvelle offre. Et en fait, c'est vrai que je me suis retrouvée très rapidement juste derrière Mathieu Stéphanie sur les plateformes d'écoute. Et tout de suite, en 3 mois, j'avais monétisé alors que tout le monde disait qu'il fallait attendre 3 ans. Et en fait, mon podcast a été un peu un cas d'école. Pourquoi ? Parce que je me suis tuée à la tâche. Il y a rien qui arrive sans travail. J'en ai fait mon obsession. J'ai fait un épisode par jour pendant les 60 premiers jours et c'est week-end inclus. Donc j'ai eu une dose de travail gargantuesque. Voilà, c'est peut-être pas sexy, hein, mais c'est important que je vous le dise. Je dormais très peu. J'étais obsédée par le fait que je voulais que ça marche. Je voulais faire plus d'écoute. Je voulais amener quelque chose de nouveau sur le marché. J'avais une mission et ma mission c'était OK. Je veux être le podcast numéro 1 sur le marketing et la vente. Et en fait, je pense que si tu fais les choses mollement, malheureusement, tu restes dans un ventre mou, tandis que si tu t'y mets à fond, et ben là en fait t'as des chances pour que ça marche, mais il faut réussir à grimper très vite dans les 1%. Et du coup j'ai fait comme ce que je fais en ce moment sur YouTube. J'ai aussi dit à tout le monde d'aller au même endroit au même moment, c'est-à-dire que j'avais une room tous les matins sur Clubhouse, un réseau social, et tous les matins je disais aux gens, dès qu'il y avait un temps mort, je leur disais en ce moment l'épisode du jour c'est ça. Je faisais du live audit, donc parfois il n'y avait pas de questions, parfois le temps que les gens arrivent posent une question. Moi je disais, ce matin dans le podcast on parle de cette thématique. Est-ce que vous avez déjà rencontré cette problématique ? Et en fait je créais tout mon contenu autour de mon podcast, le post LinkedIn, les stories Instagram. Je disais à tout le monde, regardez ici, et c'est comme ça du coup que ça a marché. Ouais, donc vraiment bulldozer. J'adore. Et comment tu fais après ? Parce que moi je suis comme toi, je suis vraiment obsessive aussi. Comment tu fais après pour lâcher ? Est-ce que c'est pas trop dur ? Est-ce qu'au bout d'1 an, tu te dis, bon là, c'est bon, j'ai envie de passer à YouTube ou autre ? Comment tu fais ? C'est vrai ce que tu dis, c'est dur de lâcher. Je pense que déjà, aimer tes amis et ton entourage et ta famille plus que tes projets, c'est quand même important pour pas devenir complètement fêlé. Et du coup, le truc qui m'a vraiment sauvée, c'est quand mes proches m'ont dit, là, Caro, on te voit plus. On te voit plus. Et j'ai une amie qui a eu un pépin d'hébergement qui était à Bordeaux, je sais pas où, et en gros elle faisait un tour du monde. Elle me dit, Caro, j'ai besoin d'un hébergement 2 jours sur Paris. Je lui dis bien sûr, viens à la maison, et je ne lui ai pas accordé de temps. Et elle s'appelle Manon Alzieux d'ailleurs, et tu vois c'est marrant parce que j'ai jamais oublié ce moment où en fait j'héberge une copine. Et je suis pas disponible. Elle voulait me raconter ses histoires et je lui disais là je peux pas. Elle m'a dit, Caro, est-ce qu'on a le temps de se faire un brunch ? Et je lui ai dit oui mais vite fait. Et en fait avec le recul, tu vois, après ce week-end-là, je me suis dit plus jamais je vais être cette personne-là. Plus jamais je vais prioriser mes projets sur les gens que j'aime, sur les gens qui ont besoin de mon attention. Et je pense que c'est ça qui m'a
qui m'a remis les pendules à l'heure, ou l'église au milieu du village, c'est la performance, c'est bien. Les réseaux sociaux, la croissance, c'est trop bien. Moi, pour moi, tout ce qui compte le plus pour moi, c'est mon entourage. Mes parents, ma famille, mon conjoint, mes associés, mes amis, je les aime plus que tout. Et en fait, à côté de ça, tu vois, il y a aucune croissance sur les réseaux sociaux qui n'équivaut un tiers de l'importance qu'a mon cercle proche pour moi. Et je pense que c'est ce qui permet aussi, Amandine, de garder de l'amour dans ce que tu fais. Si t'aimes pas profondément les gens, et si t'aimes pas profondément les liens humains, comprendre les gens, les écouter, les aimer, je pense que les réseaux sociaux, ça sert à rien. Vraiment. Ça marchera pas. Ouais, c'est beau que tu aies eu cette réalisation. Ouais, parce que c'est vrai, quand on est obsessif, on se perd. On sait plus. Et d'un coup, toi, t'as eu cette claque où tu t'es dit, ah, mais là, j'ai été trop loin, en fait. Faut que je revienne dans le vrai monde. Faut que je revienne dans l'instant présent. Honnêtement, Amandine, ça m'arrive souvent. Ne dites pas, ah bah tiens, elle a eu un seul faux pas. Ça m'arrive très souvent d'avoir des moments où je me dis, ah, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je vais même pas dire que ça m'arrive une fois par jour, mais presque. On a tendance à se laisser emporter par nos projets. On est dans une culture très individualiste qui nous éduque dans l'air du jeu. Je suis la première à faire du personal branding. Donc, en fait, je construis des choses autour de moi, autour de mon image. Et en fait, faut faire attention dans ces contextes-là à toujours pas prendre le melon déjà. Parce que franchement, ça m'arrive encore tout le temps de voir des jeunes créateurs qui, dès qu'ils commencent à avoir des abonnés, changent d'attitude, deviennent une autre personne. Et je pense, il faut jamais perdre de vue la personne que tu es vraiment à l'intérieur de toi, sinon ça marchera pas. Ça marchera pas sur le long terme et tu vas t'écarter de ce qui est essentiel pour toi. Ouais, complètement. Et c'est marrant que tu parles d'obsession parce que je trouve que ton contenu crée une addiction. Donc c'est intéressant, tu vois, avec les côtés obsession, addiction. Je trouve que, tu vois, quand on voit ton contenu, parce que je le vois passer tout le temps, on a envie de s'arrêter. Déjà, avec certainement tous les sujets que tu m'as dit avant, avec la colorimétrie qui est différente. Il y a un truc qui fait que, paf, tu vois, on a envie de s'arrêter. Mais on n'a pas que envie de s'arrêter, on a aussi envie de partager, commenter. Du coup, tu dirais, c'est quoi un petit peu ton ingrédient secret, hein, s'il y en a un, pour créer cet effet magnétisme vraiment sur ton contenu, sur ton audience? Peut-être la passion, justement? Bah déjà, merci pour ce que tu me dis, ça me touche. Je pense que ça t'intéresse parce que tu es naturellement quelqu'un qui t'intéresse, Amandine. Ça se voit d'ailleurs dans tes contenus, tu laisses beaucoup de place aux autres, tu parles beaucoup des autres, tu es une passionnée et multipotentielle certainement aussi. Donc je pense que c'est addictif parce que toi, t'es ce que j'appelle dans le podcast, je parle souvent des infinite learners. C'est des gens qui n'ont jamais fini d'apprendre, qui se remettent tout le temps en question, qui se disent comment je peux m'améliorer, comment je peux mieux faire. Ah tiens, telle situation, elle m'a appris. Heureusement que ça m'arrive d'avoir perdu ce client parce que tu vois, ça c'est un mindset qui est vraiment hyper précieux. Et je pense que pour répondre à ta question, il n'y a pas de recette magique dans ce que je fais. Je pense que naturellement, tu attires des personnes qui ressemblent un peu à ce que t'es. Donc, si ça t'a rendu addict, c'est parce que ça doit te parler, la façon dont les sujets sont adressés, la façon dont on met en avant les créateurs. Il doit y avoir des choses qui résonnent chez toi et qui te donnent des idées et qui te mettent en énergie parce que je pense que ça te correspond. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se dire en voyant mes vidéos, mais c'est soporifique. Ou alors, oh là là, cette nana parle trop vite, elle m'hystérise complètement, elle me stresse. Et il faut accepter aussi ça quand tu crées du contenu. Tu vois, franchement, hier soir, Amandine, j'ai pas passé une bonne soirée. Je suis rentrée le moral dans les chaussettes. Et en fait, je vais sur YouTube et là, je tombe sur 3 commentaires qui disent pauvre fille, elle dit de la merde. Et en fait, il y a toute une partie un peu moins glamour des réseaux sociaux qui est que moi, tous les jours, je me mange des personnes qui me balancent gratuitement des choses, tu vois, que ce soit parfois des contenus que je fais où t'as un mec qui m'affirme un truc faux et qui devant tout le monde dit, elle dit n'importe quoi et en fait va raconter un truc faux dans les commentaires et t'as envie de sortir de tes gonds et de dire j'ai raison, ou alors juste prendre de la haine gratuite, ou juste des gens qui prennent aussi la mouche, tu vois, pour rien par exemple. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a une créatrice qui m'a demandé de faire un consulting gratuitement. Et en fait, je lui ai dit, malheureusement, j'ai pas de bande passante. Et si je le fais pour toi, je dois le faire pour les autres. Et ben, suite à ça, elle m'a bloquée sur Instagram. En fait, il y a dans ma vie, j'absorbe aussi beaucoup. J'ai beaucoup d'amour, mais j'ai aussi beaucoup de violence. Et je pense qu'il faut être à l'aise
avec ça. Il faut se dire oui, mon contenu plaît, c'est bien, mais il faut aussi accepter que dans tout le positif que vous allez attirer, et ben en fait, il y a aussi plein de gens qui vont vraiment pas vous donner d'amour, voire vous donner de la haine ou des critiques ou des trucs injustifiés. Ouais. Comment Donc, tu gères faut justement avec ça? Comment tu gères, comment tu gères justement les haters, cette haine? Parce que moi, j'en vis aussi et c'est chaud. Des fois, c'est chaud. Des fois, je lis des trucs, je suis là. C'est chaud de dire des trucs comme ça, genre vraiment. Comment tu vis ça? Comment tu le gères au quotidien? Pour pas que ça te touche trop. Bah ça me touche quand ça vient de personnes ou que j'estime. Ça vient pas souvent de gens que j'estime et c'est une observation. Je pense c'est un des trucs les plus rassurants qu'on peut dire sur les haters. Les gens qui vous envoient des choses négatives, c'est rarement des gens que vous admirez. C'est clair. Les gens qui vous critiquent, c'est rarement des gens qui ont fait des choses que vous voulez faire. Donc la première chose, c'est que voilà, en général, quand les gens sont désagréables avec toi, c'est pas des gens que tu avais envie d'avoir dans tous les cas dans ton entourage. C'est le truc le plus rassurant qu'on peut se dire. Et du coup, c'est ce que je me dis quand je me dis voilà, j'ai refusé de faire ça, alors cette personne m'a bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire d'elle? Tu vois, est-ce que c'est quelqu'un que j'aurais aimé avoir dans mon entourage? Est-ce que je regrette d'avoir fait un consulting gratuit à quelqu'un qui me menace? Je pense que c'est important de toujours se dire quelle est ma part de responsabilité et de bien voir, par exemple, tu vois, il y a plein de fois où et parfois Cécile, avec qui tu as échangé, ma COO qui gère les échanges, parfois on envoie des messages et on se dit ouah, celui-là il était un peu sécos. C'est important de se dire ouah là pas très cool. Et c'est important de s'excuser aussi. Je te donne un exemple tout bête. Hier, on est à une soirée et en fait la journée a été longue. J'ai fait 2 conférences, un tournage et un live. J'arrive après ma 2e conférence qui a duré jusqu'à 20h30. J'arrive à l'avant-première du film d'un ami. C'est important pour moi d'être là. Je lui avais promis d'être là, mais à ce moment-là déjà, j'arrive et je sens que je tire sur la corde, que je suis un petit peu épuisée, que j'ai les larmes qui me montent naturellement aux yeux parce qu'en fait j'ai envie d'aller dormir. Mais je me suis engagée, je le fais. Je vais à cette soirée et en fait rapidement il y a Arnaud, mon conjoint et mon associé, qui me dit Caro, je me sens pas bien. Et en fait, je pense qu'on est resté en tout 1h30 peut-être à la soirée. Et il me dit là, je vais y aller, reste si tu veux, mais moi j'ai la tête qui tourne. Et en fait, là, je bascule en mode urgence, en mode reptilien. Je me dis mince, on va chercher la sortie la plus propre, la plus proche. Ce lapsus, on va aussi. Tu vois, ce lapsus, c'est important. C'est génial. Le genre d'événement, c'est des événements mondains, donc en fait, il faut faire très attention à ce que tu fais parce que t'es observé. Et du coup, je me dis, on va chercher la sortie la plus proche et la plus propre aussi pour pas partir de façon désagréable. Ouais. Et ça, c'est un truc. Quand t'es influenceur, c'est très très dur parce que il faut partir sans vexer les gens, faut saluer les gens mais sans que ce soit trop bref et en même temps tu peux pas rester parce qu'il y a autre chose qui t'attend et que donc c'est vraiment très politique ces moments-là et on apprend. Et je passe du coup devant quelqu'un dans ma situation d'urgence où je cherche une issue de secours, la sortie pour Arnaud et on est dans un cinéma au 2e étage donc on sait pas trop par où sortir. Il y a un monde fou, il y a une foule, donc en fait on se faufile. Et en fait, il y a quelqu'un qui me dit « Bonjour Caroline ». Et tu vois, c'est pas le moment. J'ai Arnaud derrière qui me dit « Je commence à voir flou, je pense que je vais tomber dans les pommes ». Cécile, que tu connais, la dernière fois qu'on a fait une soirée comme ça, elle a fini par vraiment tomber dans les pommes. Donc elle m'a dit « Ah Caro, je me sens pas très bien ». Et en fait, je lui ai dit « Ok, assis-toi » parce qu'elle me dit « J'ai les jambes qui flageolent » et elle a commencé à faire une absence. Donc en fait, moi, à ce moment-là, je suis en mode survie et je dis « On va chercher la sortie ». Et il y a quelqu'un qui me dit « Salut Caroline ». Ouais. Et en fait, non. Je lui dis, non, j'ai pas dit non, je lui dis salut. Mais en fait, là, je fais un sourire de façade, qui est un sourire, je pense que ça s'est vu, c'était un sourire un peu faux, c'était un sourire de, je tiens les meubles. Et je lui dis, ah, salut. Et je me retourne et je continue ce que j'ai à faire. Et c'est hyper mal poli. Et en même temps, à ce moment-là, il y a trop d'infos dans ma tête et j'arrive pas à gérer. Et on arrive à la sortie et Arnaud me dit, tu sais, Caro, quand t'es partie, la personne a dit, tu me remets pas et tu lui as pas répondu. En fait, j'ai pas entendu. Donc la personne a dit « Salut Caroline ». J'ai dit « Salut ». Et après, un peu dans mon dos, pendant que je partais, elle a dit « Tu me remets pas ?» Et là, en fait, je lui ai tourné le dos et c'est hyper mal poli. Dans ces cas-là, Arnaud me dit « Caro, t'as pas entendu, mais la personne t'a dit ça ». Je reviens sur mes pas
Et je suis allée voir cette personne et je lui ai dit hello Lise, parce que c'est une personne que je connais, avec qui je travaille, une partenaire, et je lui ai dit en fait je t'ai reconnu. C'est juste que là, Arnaud se sent pas bien et je suis en train de l'escorter à la sortie. Je m'excuse vraiment. Je voulais pas te faire sentir du mépris. C'est juste que j'étais en train de gérer autre chose. Et j'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions. Là, je dois vraiment filer. Donc, ça, c'est un truc. Voilà comment je gère. Parfois, on fait aussi des erreurs. Parfois, c'est aussi notre faute. Et du coup, dans ces cas-là, on s'excuse. Si on a la capacité de réajuster le tir, moi, je reviens sur mes pas et je dis, oups, désolé. Je voulais pas faire ça, mais voilà pourquoi j'ai réagi comme ça, et j'espère qu'on se revoit bientôt dans de meilleures conditions. Basta. Ouais. Et Arnaud va mieux? Arnaud va mieux, et en fait, je pense qu'il avait envie de prendre l'air, et on passe des journées sous des lampes avec des projecteurs. Ça fait un peu les vieilles stars, mais en fait, on passe des journées en studio. Donc toi, tu sais ce que c'est de faire de la vidéo. Moi, j'ai des lights, des lumières énormes, avec je sais pas combien de milliers de kilowatts branché sur moi en permanence. Arnaud aussi, parce que on tourne dans le noir avec des lumières très vives, et en fait c'est normal, parfois à la fin de la journée tu te sens pas hyper bien et les gens te parlent et en fait t'es là genre waouh, tu vois un peu des étoiles, et il faut sauver les apparences, il faut être poli, et en même temps il faut respecter son écologie, et il faut faire en sorte de pas se rendre malade, parce qu'on n'est pas non plus le jouet des autres, et du coup voilà, t'as envie de partir d'un événement, t'es fatigué, t'as le droit aussi de dire voilà, je suis restée 1h30, et maintenant il faut que j'y aille. Ouais, c'est ça. C'est vraiment mettre ses limites entre penser à soi, penser aux autres, les retrouver aussi ses limites, parce que c'est vrai que quand on a tendance à être gentil ou à avoir du mal à mettre justement ses boundaries, après on peut vite se laisser bouffer par les autres, et c'est pour ça que c'est hyper bien de la manière que tu l'as fait, en mode t'es juste revenu, tu lui as juste expliqué le contexte, et là après ça a fait une closure, puis la personne était là, cool, c'est bon, elle m'a pas ghosté, elle l'a pas mal pris, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Et peut-être pas aussi. Mais tu vois, au moins de ton côté, tu te dis, voilà, il y a plein de fois dans ma vie où je vais mal agir. Et je vais rectifier le tir. Et puis derrière, les gens, ils le prennent comme ils veulent. Et c'est plus ton problème. Ton problème, toi, c'est d'être correct avec les gens, et c'est tout. Mais tu vois, le personal branding, ça fait souvent peur. Parce que les gens me disent, mais moi, en fait, j'ai peur, je saurais pas être parfait tout le temps. Il n'y a pas besoin d'être parfait tout le temps. T'as fait une erreur, tu t'excuses. T'as pas fait d'erreur, tu ignores. Voilà. Ouais, complètement. Super conseil, j'adore. Et toi, alors, Amandine, je suis sûre que ça intéresse les gens qui nous écoutent. Et toi, comment tu gères ça? Alors, généralement, je lis pas. C'est-à-dire que j'ai trouvé que si je lisais, ça me touchait. Même si je fais genre que ça me touche pas, ça me touche. Ça rentre quand même à l'intérieur. Même si j'ai mis quand même cette carapace exactement comme tu le disais, où je me dis, mais en fait, ces gens, finalement, je les connais pas. Et c'est toujours un peu le même profil. C'est des gens qui ont une photo de chat, que c'est un faux compte, un peu les trolls. Et du coup, j'essaie d'avoir de l'empathie. Je me dis, leur vie, elle doit être compliquée. Et je sais que ce que je dis, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de scale, d'argent, ce que je dis, ça doit toucher quelque chose chez eux, où ils se disent, mais attends, c'est impossible ce qu'elle est en train de dire, parce que si je pouvais vraiment gagner ça, en fait, ça veut dire que je fais quelque chose de faux dans ma vie. Donc, tu vois, j'essaie de rationaliser, évidemment, ce comportement. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça et autant haineux? Mais j'avoue que ma solution, c'est de plus lire, de vraiment passer à autre chose, quoi. Je laisse ma CM gérer tout ça. Et aussi, une fois, il y a quand même un commentaire qui m'a énervé quand même, plus que tous les autres. Ça a été un mec sous ma pub qui a mis « comme si une femme allait m'apprendre à gagner de l'argent ». Celui-là, j'avoue, il m'a titillé plus que les autres. Ouais, celui-là, vraiment, j'étais là. D'habitude, c'est genre, je sais pas, t'es trop blonde, t'es trop grande, t'es trop si, tu montes ton... Enfin, tu sais, des trucs comme ça. Ou t'es sur OnlyFans, souvent, on me dit ça, parce qu'une femme, évidemment, si elle a réussi, elle est sur OnlyFans. Ou sinon, c'est une influvoleuse. Enfin, tu sais, ce genre de cliché-là. Mais ça, je m'en fous, parce que t'as juste à taper 2 secondes sur Google qui je suis, tu verras que je suis pas sur OnlyFans. Mais là, le coup de la femme va pas m'apprendre à gagner de l'argent, ouais, ça, il m'a tendu, lui. J'étais wake up, bienvenue en 2025. Donc, ouais. C'est comme ça. En fait, je lis pas, tout simplement. Parce que même si tu fais genre, et même si t'as une carapace de ouf et que tu te dis, vas-y, de toute façon, c'est des gens qui me connaissent pas vraiment, c'est chaud quand tu les lis. Parce que des fois, c'est vraiment, ça t'attaque personnellement sur du bullshit. En plus, ils te connaissent pas. Et donc, ne pas lire, je pense, c'est vraiment la solution. Ouais, ou déléguer aussi. Ouais. Ouais, carrément. Et on parle beaucoup d'algorithmes, ça c'est un truc qui m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que ça joue vraiment une différence, ou est-ce que c'est plutôt la psychologie humaine derrière? Parce que finalement, l'algo, on en parle tout le temps, mais l'algo, c'est les gens, c'est le comportement des gens sur les plateformes. Qu'est-ce qui joue le plus gros rôle dans l'engagement selon toi sur les plateformes?
Le temps passé sur les posts. Mm. Franchement, si vous avez, c'est pour ça que parfois on me dit oui, les règles de l'algorithme, à quelle heure faut-il poster? Encore hier, j'ai vu un article passer avec l'algorithme LinkedIn révélé. Et en fait, créer du contenu qui intéresse votre cible. C'est simple. Tu fais par exemple, t'es en coach en reconversion professionnelle. Ok, les gens qui sont en train de se reconvertir, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? De quoi ils ont peur? Qu'est-ce qu'ils veulent éviter? C'est quoi leur rêve? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'actualité qui pourrait un petit peu les bousculer, les intéresser? C'est tu veux du temps d'attention? Qu'est-ce que tu peux offrir? C'est tout. Et beaucoup de gens se disent j'ai envie de parler de ça. Et les créateurs qui disent j'ai envie de parler de ça, ils se mettent du plomb dans l'aile. Faut jamais partir de soi. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai à raconter et à offrir aujourd'hui? Ah tiens, quand j'ai dit ça à telle copine, elle a pris son carnet de notes, elle m'a dit je peux noter. Ah tiens, telle amie, elle m'a rappelé que tel conseil l'avait aidé. Ça peut peut-être servir à d'autres. Il faut que tu réussisses à comprendre ce que les autres viennent chercher chez toi. Une fois que tu as ça, bah c'est très facile, tu as ton positionnement et t'as plus qu'à dérouler. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé une espèce de formule virale pour tes posts? Est-ce que tu as vu une espèce de framework qui marche à tous les coups? Quand tu testes ça, ça marche ou c'est plus complexe que ça? C'est plus complexe que ça. Je pense qu'il y a plein de frameworks de viralité qui sont vendus par des coachs en viralité. Mais honnêtement, la réalité, tu vois, ma vidéo qui a fait 15 millions de vues en tout, les gentils, la vidéo des gentils, on en a parlé encore hier à une conférence. Il y a une fille qui m'a dit « Je l'ai découvert grâce à cette vidéo. Elle a 2 ans et demi. » Pas la fille, hein, la vidéo. Cette vidéo, mais les gens s'en souviennent encore. Jamais, ni Clément ni moi, on a pu deviner que ça allait devenir viral. On savait que ça marcherait bien. On savait pas que ça allait faire 20 millions. Une bonne vidéo, on le sait à l'avance, évidemment. Mais on sait jamais dans quelle proportion. Si les gens te disent qu'ils peuvent le prédire, en général, c'est un peu des kékés. Faut pas leur faire complètement confiance parce qu'il y a personne qui peut vraiment prédire les résultats de l'algorithme. Faut se méfier de ce qu'on entend. Par contre, effectivement, à chaque fois que tu appuies sur quelque chose que les gens ont tous ressenti, mais sur lesquels ils ont pas forcément mis de mots, là, t'as une vidéo intéressante. Ouais, complètement. Comme être trop gentil. Ouais, je me souviens très bien de cette vidéo-là. Et toi qui es omniprésente, parce que ça, c'est un truc, moi, ça m'intéresse. Donc, t'es vraiment partout, mais tu gères aussi plusieurs business et ton contenu, tout ça. Comment tu fais pour pas péter un boulon? J'imagine que des fois, quand même, tu dois en péter un, mais comment tu fais pour gérer au quotidien entre le scale, les agences, tout ça? Comment ça se passe? Déjà, j'ai une CEO qui m'accompagne dans mon activité, Cécile, qui est extraordinaire. Et en fait, tu l'as vu dans les moments où je peux pas répondre, en fait, Cécile, elle prend les devants. Honnêtement, ça a changé ma vie, d'avoir quelqu'un pour m'aider et aussi d'avoir quelqu'un qui te comprenne. Je pense que comme on fait un métier, l'influence, c'est un métier qui est encore très peu compris par les gens. Les gens se rendent pas compte que par jour, tu reçois 300 messages, environ 15 demandes de « Est-ce que tu peux faire ça juste 5 minutes? Est-ce que tu peux regarder ça vite fait? Est-ce qu'on peut se parler au téléphone un quart d'heure? Est-ce que tu peux m'aider? Juste jeter un coup d'œil à tel truc ?» Et en fait, les gens se rendent pas compte du nombre de demandes qu'on a encore hier, tu vois, en sortant de conférence le matin. Mon fils se lance sur les réseaux. Est-ce que tu pourrais du coup lui donner tous tes conseils juste 1 heure? En fait, non, je peux pas faire ça parce que les gens se rendent pas compte que moi, en fait, j'adore aider. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec une audience de 400 000 abonnés, en faisant 15 millions de vues par mois, je ne peux plus faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, parce qu'en fait, si je ne cadre pas les dons que je fais, et je les fais en général, je donne une demi-journée par semaine. J'appelle ça le Giving Friday. Parfois, je donne une entière. Tu vois, la semaine dernière, j'ai pu donner une entière. En fait, je me dis, sur ces créneaux-là, j'aide des personnes. Mais je ne peux pas me permettre de tout le temps répondre aux demandes. Et du coup, c'est important d'avoir quelqu'un avec toi à qui non seulement tu peux déléguer, mais à qui tu peux te confier. Parce que tu vas avoir des demandes abusives, tu vas avoir des demandes où c'est difficile de dire non. Tu vois, moi, j'ai énormément de demandes d'association. En fait, parfois, je me couche et je me dis, mais je suis une merde. À quel moment je peux pas faire tel poste pour telle association, aider un tel sur son crowdfunding, passer une demi-journée à former la team de trucs et puis derrière offrir une conférence à... Mais en fait, il y a tellement d'assauts que si je veux toutes les aider, en fait, je mets pas le masque sur moi. Et du coup, c'est toujours réussir à se dire, je mets un cadre, comme ça, je comprends ce que je peux faire
Et ça me permet aussi de comprendre comment rester en bonne santé, parce que t'as raison, on peut vite se cramer. Donc, déléguer à quelqu'un qui, du coup, va aussi arriver dans ton quotidien. Et les moments où tu vas dire, en fait, là, je me sens plus OK, je me sens plus respectée. Cette personne, c'est la 3e fois, en fait, que je l'aide et genre, j'ai pas un merci. Et c'est ce qui s'est passé avec cette créatrice, par exemple, qui me demandait un consulting gratuit. Je lui ai accordé 1h30. Au final, elle m'a annulé. Elle m'a dit, je préfère que ce soit la semaine prochaine parce que là, j'ai un rendez-vous important. Ouais, En fait, au un moment, j'ai mis mes limites et je lui ai dit, voilà, moi, je pouvais être dans ce contexte-là. Je t'ai proposé cette date-là. Soit tu décales et du coup, il nous reste une demi-heure au lieu de 1h30. Soit en fait, on ne le fera pas, ou sinon tu prends rendez-vous sur mon calendrier parce que malheureusement, je peux pas t'aider plus que ça et ce serait pas équitable pour les autres. Et du coup, voilà, ça n'empêche pas des personnes de prendre le seum et ça t'arrivera toujours. Le nombre de personnes qui se sont vengées, Amandine, sur des réseaux sociaux parce que j'ai dit je ne peux pas te rendre ce service ou parce que j'ai dit stop. Au bout de X services rendus, j'ai dit en fait là malheureusement je peux pas faire ça. Tu n'as pas idée de ce qui se passe derrière le rideau. Il se passe quoi? Quelle horreur. Dis-moi tout. Il faut aussi avoir un soutien moral, c'est hyper important. Ouais, complètement. Comment on fait pour avoir une Cécile dans sa vie? Moi, j'en veux une aussi. J'ai eu trop de chance. Je l'ai rencontrée par hasard. À une retraite silencieuse, à un événement où on n'avait pas le droit de parler, organisé par Laurie Pifero, d'ailleurs que j'embrasse en passant. Et Laurie est venue au dîner des créateurs, m'a dit Caro, j'aimerais bien t'inviter à une retraite silencieuse. Je fais des retraites pour les femmes CEO. Et en fait, je me suis retrouvée à cette retraite avec Cécile. On pouvait pas parler, mais en fait, on s'est bien entendu. Et derrière, Cécile m'a dit, Caro, j'ai plein d'idées pour ton business. Et je lui ai dit, oh là là, m'envoie pas des idées, Cécile, j'ai déjà pas assez de bras pour les exécuter. Et en fait, suite à ça, on a eu, moi, j'avais dans mon équipe quelqu'un ça s'appelle une OBM, qui était chargée de remettre du rationnel dans ma team. Et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai demandé à l'OBM, j'ai dit, est-ce que tu penses qu'il y aurait une place pour Cécile? Et l'OBM m'a dit, elle est super, Cécile. Elle m'a dit, effectivement, Cécile, elle arrive avec plein d'idées et t'as personne pour les exécuter. Mais en fait, Cécile, c'est peut-être la bonne personne qui va pouvoir recruter et s'occuper de manager ces personnes pour toi, Caroline, parce que oui, je gérais à un moment là 8 personnes en direct. Et en fait, ces 8 personnes en direct, je leur donnais des instructions qui étaient lapidaires. J'étais pas suffisamment disponible pour elles. J'étais pas suffisamment disponible pour dire merci aussi. Il faut toujours que tu sois disponible dans les bons moments pour ton équipe. Et le problème, c'est quand tu es surchargé, il y a plus de bons moments pour ton équipe. Il y a que des mauvais moments et tu te retrouves à plus envoyer des messages que pour dire ce qui va pas. Donc voilà, ma Cécile, je l'ai trouvée par hasard. Elle m'a envoyé plein d'idées sans rien me demander et je lui ai fait de la place. Donc c'est les petits hasards de la vie. Et je pense que ça arrive aussi au moment où tu sais te remettre en question et te dire, ok, en fait, j'investis sur moi. J'ai l'impression que j'en ai pas besoin parce que j'arrive à tenir mon business. Mais en fait, mon équipe, elle en pâtit. Ouais. Ok. Donc, plein de belles rencontres dans ta vie qui ont fait que, t'en es là aujourd'hui et que t'as autant de succès et que t'es épanouie et que, tu pètes pas un boulon non plus avec tout ce que t'as à faire. Et là, justement, donc, dont toi, Amandine, des belles rencontres comme toi, Amandine, qui est là. Ce matin, je me lève et je vois ta petite story. Ah, j'ai trop hâte de voir Caroline. J'arrive en retard et tu me dis, c'est pas grave. Et franchement, merci parce que tu vois, c'est toute cette positivité et toutes ces belles rencontres, ces gens qui t'envoient de l'amour sans te connaître, sans même que t'aies eu l'occasion de le mériter encore. Ça, en fait, ça pèse sacrément dans la balance. Donc, merci beaucoup pour tout ce que les auditeurs ne voient pas. Merci pour ça. Ouais, complètement. C'est pour ça que les haters, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la connexion. C'est ce qui me plaît aussi. Trop bien. Et là, cette année, donc du coup, tu domines YouTube. C'est quoi après ton prochain move? Parce que tu auras explosé toutes les plateformes. Qu'est-ce que tu vas faire? La communauté, j'ai créé une communauté privée. Et le but, c'est d'avoir de plus en plus de choses à disposition dans cette communauté, que les gens ils puissent vraiment passer à l'échelle professionnellement dans cette communauté, parce que je pense que c'est bien d'avoir accès à du contenu, mais en fait, on le voit maintenant, ce qui va vraiment te pousser, c'est les gens auxquels tu as accès, c'est ton carnet d'adresses. Et du coup, le fait de faire une communauté privée, payante, ça fait qu'en fait, les gens se retrouvent dans un écosystème de pairs avec des gens qui ont payé pour être là, donc qui ne vont pas les agresser, qui sont là parce qu'ils sont déterminés à agir dans le même sens qu'eux et qui ont les mêmes besoins. C'est une communauté de personnes qui ont déjà des offres à vendre, mais qui ont besoin de visibilité. Et du coup, ramener ces gens qui ont ces choses en commun sur une communauté privée, ça fait des étincelles. Il y a déjà plein de gens qui me disent, putain, j'ai signé du business, des conférenciers qui me disent, j'ai signé des conférences, j'ai signé des leads, j'ai signé des accompagnements. Mais en fait, c'est ça ce qui se passe quand tu mets des acheteurs entre eux.
Aujourd'hui, quand tu fais un post sur les réseaux sociaux, t'es montré à 10% d'acheteurs. Quand tu fais un post sur The Square, ma communauté, bah, t'es montré à 100% d'acheteurs. Il y a des gens qui ont choisi de payer pour être là et à être mis en face de gens qui leur ressemblent. Donc, je crois très fort au fait que Internet va se privatiser et qu'on aurait tort de pas en profiter pour justement un peu créer des contenus privés, des choses exclusives qui vont aussi, nous, en tant que créateurs, nous protéger des haters. Ouais, complètement. L'environnement, c'est tellement essentiel pour évoluer, pour trouver d'autres personnes avec qui on va pouvoir soit des clients, soit des buddies comme je les appelle pour pouvoir connecter. Et l'environnement, c'est un peu comme quand on apprend l'anglais. Si tu vas en Angleterre ou aux États-Unis, tu apprends vraiment l'anglais parce que tu es dans une immersion, contrairement à si tu apprends à l'école. Perso, moi, j'ai jamais rien appris, mais c'est exactement la même chose avec les mentors, avec les personnes qui t'entourent. Ouais, trop bien, trop cool. Merci pour tout, en tout cas. Merci pour tout ce que tu fais. J'adore, je te suis, c'est très rafraîchissant, c'est très magnétique comme je te disais. Donc vraiment merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Amandine. Et du coup, pour tous ceux qui ont écouté le podcast et qui l'ont aimé, allez envoyer un maximum de force. C'est ça qui compte quand on lance son podcast aussi. C'est aller commenter, liker, partager, mettez des étoiles sur les plateformes d'écoute. Et Amandine, merci beaucoup pour ta gentillesse et j'ai hâte qu'on se revoie. Moi aussi. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.